La destruction récemment annoncée de plus de 1000 emplois à l'usine General Electric de Belfort est-elle inéluctable? L'État français est-il sans force et sans moyens de pression face à une multinationale américaine qui avait promis de créer des emplois en reprenant les usines d'Alstom et renie ses promesses aujourd'hui? Comment expliquer les crises successives de l'industrie en France? Sommes-nous condamnés à cette désindustrialisation qui n'en finit pas? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons fait appel à Antonio Rodriguez. Journaliste à l'AFP, il connaît bien l'industrie française parce qu'il a couvert Bercy et il couvre toujours Bercy. Il connaît aussi les batailles économiques où multinationales et grandes puissances s'activent souvent pour le plus grand malheur des travailleurs. Bonjour Antonio Rodriguez. Bonjour. Vous connaissez bien le dossier General Electric parce que vous avez vous couvriez Bercy et Arnaud Montebourg lors de la cession des activités énergie d'Alstom à General Electric, une cession qui avait suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de batailles internes au gouvernement et beaucoup de déchirures au sein de l'opinion publique. Aujourd'hui, le groupe américain, il licencie alors qu'il avait promis d'embaucher et rien ne se passe. Alors, est-ce que c'était prévisible, vous qui avez vu le dossier depuis sa genèse, et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'était prévisible? Je dirais non. Ça ne l'était pas parce que GE avait pris des engagements, ils ont signé un contrat. D'ailleurs là, ils vont payer une amende de 50 millions d'euros parce qu'ils n'ont pas créé 1000 emplois en France, contrairement à ce qu'ils avaient prévu en 2015, lorsqu'ils ont repris la branche énergie d'Alstom. Par contre, est-ce que l'État peut faire quelque chose aujourd'hui? C'est difficile. L'État ne peut pas tout, c'est Jospin qui l'a dit il y a 20 ans, il avait raison, mais l'État peut beaucoup pour autant qu'il le veuille. Et aujourd'hui, s'il veut agir, c'est trop tard. Il aurait dû agir en 2014, 2015, lorsque GE a racheté la branche énergie de General Electric. Exactement, oui. Mais pourquoi n'a-t-il pas agi à ce moment crucial? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous l'avez dit vous-même, il y avait des divisions au sein du gouvernement. Donc on avait d'un côté Arnaud Montebourg, qui était ministre de l'économie à l'époque, qui s'est opposé au rachat d'Alstom par General Electric, qui a cherché un autre repreneur, qui était Siemens déjà à l'époque, curieusement, qui est allemand et qui curieusement s'intéressait au secteur des turbines à gaz que GE est en train de fermer aujourd'hui à Belfort. Et ça, c'est quand même assez un coup du sort. Donc d'un côté, on avait Siemens. Et on avait aussi Siemens avec derrière Montebourg. Avec Montebourg, il y a aussi les Japonais de Mitsubishi qui sont arrivés à un moment donné dans le jeu. Et donc, d'un autre côté, il y avait ceux qui, c'est le marché. GE a fait une proposition de 13 milliards pour acheter à Alstom Energy. Le conseil d'administration d'Alstom à l'époque avait dit oui, on laisse les choses faire et après on tient des engagements, on ne les tient pas. Ces engagements justement, c'est ce qui avait créé les grosses tensions à l'époque entre Arnaud Montebourg, qui était à Bercy, et Emmanuel Macron, qui était secrétaire général adjoint à l'Élysée. Et donc on a un choc entre ces deux visions. On a Montebourg qui veut, à partir du moment où il apprend que l'État donne son feu vert au rachat par General Electric, et bien à partir de ce moment-là, il veut poser des conditions. Et en face de lui, Emmanuel Macron va lui dire « ce n'est pas le Venezuela ici ». Et il dit ça quand Arnaud Montebourg veut monter au capital d'Alstom pour suivre l'évolution de l'entreprise à ce moment-là. Arnaud Montebourg veut que l'État... Il dit OK, General Electric peut venir, mais l'État doit se renforcer au capital pour surveiller General Electric et Emmanuel Macron ne le veut pas. Voilà, et il ne va pas le faire surtout, parce qu'ensuite le dossier est entre les mains d'Emmanuel Macron, qui devient à son tour ministre de l'économie, et il ne fait pas monter l'État au capital, effectivement. Mais l'amende de 50 millions d'euros que paye aujourd'hui GE, c'est grâce à ces accords de l'époque. Donc ça montre que l'État peut faire pression, peut obtenir des concessions, et aujourd'hui, on est là en train de négocier, est-ce que ce sera 1050 salariés qui vont partir, est-ce qu'on aura un plan social qui sera bon ou pas? On est en train de faire du palliatif quelque part. On n'est pas en train forcément de sauver les emplois, on n'est pas forcément en train de sauver l'avenir de ces turbines à gaz à Belfort. Bruno Le Maire s'est rendu à Belfort. Avant d'y aller, il avait développé un certain nombre de théories qui avaient
irrité les syndicalistes localement, notamment en disant que c'était le marché des turbines à gaz qui expliquait le fait que General Electric voulait se débarrasser de plus de 1000 salariés. Les syndicalistes contestaient cette théorie en disant que c'était juste un profond désir de délocaliser, d'optimiser le rendement. Bruno Le Maire, il est parti à Belfort. Le discours a un peu changé. Est-ce que les propos de Bruno Le Maire sur l'état du marché, est-ce qu'il est possible de les entendre ? Il est possible de les entendre, mais il faut aussi les contraster, parce que les propos de Bruno Le Maire, ce sont ceux que l'on entend ici à Paris. Hier, il est allé à Belfort, il a rencontré les salariés, les élus locaux, et il a eu une autre version de la part de ces salariés. Et il a notamment appris que ces turbines à gaz allaient être produites ailleurs. Donc ça ressemble. Les syndicats craignent que ce soit une délocalisation qui soit en train d'être faite, et non pas une restructuration, parce que la conjoncture est mauvaise. Et on peut aussi se poser la question sur les effets de la politique de Trump dans cette affaire. Parce que Trump, comme vous le savez, il veut que les entreprises américaines reviennent aux États-Unis, qui produisent américains. Et là, on a General Electric qui supprime des emplois, plus d'1 millier à Belfort, pour continuer à produire aux États-Unis. Donc on a une espèce de nationalisme économique, de patriotisme peut-être, même si ce n'est pas tout à fait semblable. Visiblement, les États-Unis commencent à ressembler au Venezuela, selon l'image d'Emmanuel Macron. Les États-Unis ont toujours été protectionnistes et ils ont un système que les Français ont imité en 2014, quand General Electric annonce la reprise d'Alstom. Arnaud Montebourg et le département de défense élaborent ce qu'on va appeler par la suite le décret Alstom, c'est-à-dire que l'on donne à l'État la possibilité d'empêcher un rachat dans un secteur stratégique. Et ce décret, il existe. Il n'a pas été appliqué, mais il existe. Aujourd'hui encore, la France peut bloquer des achats étrangers en France grâce à ce décret. Et ça, c'est ce que faisaient les États-Unis depuis toujours. Ça s'appelle là-bas le CFIUS, un nom qui ne veut rien dire, mais le CFIUS, en fait, donne un avis sur une acquisition. Et si l'avis est négatif, pour faire appel, on doit s'adresser au président américain. Donc la plupart des entreprises qui investissent aux États-Unis et qui se trouvent face à ce CFIUS qui dit non, ils ne vont pas demander l'avis du président américain parce que le président américain va suivre ses conseillers. Donc les Américains sont prudents et effectivement, on a eu le Made in France lancé ici, mais là-bas, on avait le Buy American Act qui est une opération de Barack Obama. On n'est pas en train de parler du protectionnisme de Trump. C'est Barack Obama qui appelle les Américains à acheter américain, donc à redévelopper l'industrie américaine. Alors revenons un peu à la France et à General Electric, à Belfort. Pourquoi General Electric finalement a acheté cette usine si c'était au final pour la démanteler ? Ça ressemble un peu à ça quand même. Oui, c'est pas vraiment prédateur parce qu'ils ont encore beaucoup d'emplois en France, plus de 10 000 emplois en France. Ils rachètent Alstom. On peut se poser la question aujourd'hui. Pour éliminer la concurrence ? Peut-être pour éliminer la concurrence. En tout cas, le PDG, le PDG de l'époque, Jeff Immelt, qui avait mené à bien cette opération et dont il était très fier, il a été remercié. Il n'est plus à la tête de GE. Celui qui a pris sa succession n'arrête pas de dire que c'était une opération catastrophique. Et c'est vrai que depuis 2014, depuis que l'affaire a été lancée, il n'y a que des mauvaises nouvelles autour d'Alstom. Il n'y a que des mauvaises nouvelles, des rebondissements qui se produisent chaque année, voire même à un rythme plus fréquent. On a eu en 2017 Alstom Transport, qui est quand même la branche qui n'a pas été rachetée par General Electric, celle qui fait les TGV, qui fait les trains. Alstom Transport avait annoncé la fermeture de l'usine historique qui se trouve à Belfort. Ensuite, l'État avait trouvé des solutions pour faire rouler des TGV sur les lignes de TER, ou je ne sais. C'était un peu inattendu comme solution pour passer des commandes à l'usine de Belfort. Mais enfin, ça fait quand même une autre épée de Damoclès sur les salariés de Belfort. En plus, il y a le feuilleton Ascoval dans le Nord, cette usine du Nord, usine sidérurgique, rachetée par British Steel, donc une entreprise britannique, et qui elle-même est au bord du dépôt de bilan, et ça pourrait encore créer du chômage, de l'arrêt d'activité, de la désindustrialisation en France. Oui, alors Ascoval, c'est aussi un vieux dossier. De mémoire, c'est en 2016 que le groupe Vallourec, qui va très mal, annonce qu'il veut se séparer d'une partie de ses activités à Saint-Sauve.
Et Emmanuel Macron était déjà ministre de l'économie à l'époque. Et donc ce dossier traîne depuis 2016, où on n'a pas trouvé de repreneur sérieux depuis 2016. Ça fait quand même plus de 3 ans où l'État, des ministres successifs font des efforts pour trouver une solution pour ce site. Donc ils en avaient trouvé une au début de l'année en Belgique, qui s'est avérée non pas solide. Là maintenant c'est British Steel. Moi, ce que je voulais dire avec tout ça, c'est qu'autour d'une usine en difficulté, il y a toujours des gens qui sont là pour faire des bonnes affaires, en tout cas pour gagner de l'argent. Et l'État doit faire très attention à ça. Moi, il y a 2 ans exactement, j'étais allé chez GMS, à la souterraine de la Creuse, une usine en difficulté également. Ça faisait pratiquement 20 ans. Les gens que j'ai rencontrés me disaient on ne compte plus les plans sociaux tellement il y en a eu. Et pendant 20 ans, cette entreprise est passée d'un repreneur à l'autre et jamais si, il y en a peut-être eu un qui était sérieux, mais les autres, c'était, on se demande s'ils ne venaient pas seulement toucher les aides de l'État pour reprendre cette usine et repartir ensuite avec la trésorerie, peut-être, je ne sais pas quels étaient leurs buts. Mais ce qui est sûr, c'est que ça coûte cher à l'État, ça coûte cher aux contribuables de ces opérations de reprise d'usine, et qu'il y a des gens qui s'enrichissent là autour. Et donc, Ascoval, là, le malheur fait qu'on a une British Steel qui est pratiquement en faillite en Grande-Bretagne, alors que c'était le repreneur. Ça fait quand même plus de 3 ans que les salariés d'Ascoval sont dans l'incertitude. Alors, est-ce que, finalement, au lieu d'aider des multinationales qui sont véreuses, en tout cas qui ne sont pas dignes de confiance, l'État ne devrait pas réinvestir dans l'industrie, d'autant plus que l'argent n'est pas cher en ce moment, et d'autant plus que l'État investit beaucoup dans les entreprises, notamment à travers des dispositifs comme le CICE? Oui, alors effectivement, l'autre jour, j'ai entendu que si la Grande-Bretagne quittait l'Europe, s'il y avait un Brexit, elle devait payer à l'Union européenne 40 milliards d'euros. C'est ce que l'État, cette année, consacre aux entreprises avec le CICE. Exactement le même montant, 40 milliards. Pour l'instant, les résultats ne se voient pas vraiment. Aujourd'hui, j'ai vu une étude qui disait qu'effectivement, il y avait plus d'entreprises qui étaient créées. C'est ce que dit le gouvernement également. Et il y a peut-être une volonté. Il y a un fonds de 10 milliards qui doit être créé grâce à la privatisation d'ADP et d'autres groupes comme la Française des Jeux. Et ce fonds doit subventionner, aider le développement d'une nouvelle industrie. Oui, il y a des projets. Il y a des projets qui, peut-être, vont aboutir dans quelques années ou qui sont sur le point d'aboutir déjà maintenant. Mais ces gens qui perdent leur emploi, il ne faut pas oublier qu'ils sont dans l'incertitude et que ça arrivera peut-être trop tard pour eux. Et on se dit peut-être quelque part dans les bureaux de Bercy ou ailleurs ici à Paris qu'on va relancer l'industrie, on va créer une nouvelle industrie adaptée au XXIe siècle, etc. Mais il faut penser à cette période de transition où on est en train de laisser des gens sur le carreau. Alors, est-ce que, finalement, ce type d'actualité ne nourrit pas le souverainisme de gauche et de droite sur le terrain, dans les usines, parmi les travailleurs? Et est-ce que, finalement, le souverainisme de droite, voire d'extrême droite, n'a-t-il pas de l'avance sur le souverainisme de gauche? Et finalement, est-ce qu'un Trump français peut arriver? Les idées de Trump, elles commencent à germer parce que pour l'instant, en tout cas, les résultats économiques américains sont bons, alors qu'ici en Europe, on est en train de nouveau de connaître un ralentissement. Donc oui, ça peut séduire ce que fait Donald Trump. Il est en train de faire tout le contraire de ce que font les Européens, c'est-à-dire qu'il est en train de baisser les impôts. C'est pas vrai parce que Emmanuel Macron est aussi en train de baisser les impôts sur les sociétés. Il est en train de dépenser beaucoup d'argent, d'alourdir le fardeau de la dette, comme on dit habituellement aux États-Unis. Donc il fait exactement ce que le FMI hier est venu à Paris et a dit la dette française est beaucoup trop importante, elle est à peu près à 100%. Il fait le contraire de ce que le FMI demande. C'est un fait, alors que c'est le principal actionnaire du FMI, oui. En fait, il fait ce qu'il interdit aux autres pays de faire, via son ventriloque qu'est le FMI. On peut peut-être lui prêter ce but-là, je ne sais pas, il a peut-être d'autres idées pour l'Europe. Ce qui est sûr, c'est que quand je me rends dans ces endroits où il y a eu un accident industriel, on sent la présence ce qu'on appelle aujourd'hui le Rassemblement national. Et quand j'étais allé dans la Creuse à la souterraine rendre visite au GMS,
On m'avait dit, les leaders de la CGT là-bas m'avaient dit, non mais ici, c'est pas comme Amiens, c'est pas comme Whirlpool, où il y avait, Madame Le Pen était allée pendant l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Oui. Ici, le FN n'existe pas vraiment, ils n'ont pas vraiment de force, on est dans le sud de la France. J'ai regardé les résultats des européennes. Le FN est en tête là-bas aussi maintenant. Donc il a étendu la carte et ce genre de malheur industriel renforce effectivement la présence du FN. Et paradoxalement, il renforce aussi, disons, l'extrême centre, si on peut dire, le macronisme d'aujourd'hui en tout cas. Parce que quelque part, quand le FN se renforce dans les milieux ouvriers, Macron se renforce dans les milieux qui ne sont pas touchés par la désindustrialisation, tout le secteur des services, de la finance, des start-up. Il y a une sorte de partage. Les deux camps opposés se partagent le pays et tout va bien. Ouais, alors, si on reste dans le cynisme politique le plus absolu. Oui, je ne vais pas entrer dans ce cynisme-là, mais c'est vrai que l'électorat d'Emmanuel Macron n'est pas celui qui est directement touché par les fermetures d'usines. Et donc, c'est un électorat qui est plutôt urbain, ou alors qui ne travaille pas forcément dans l'industrie au quotidien. Et moi, je vois quand même un danger. Je vois quand même un danger dans cette stratégie. C'est qu'un jour, on est, à force de jouer comme l'adversaire, avoir l'adversaire comme le Front National, le Rassemblement National, le risque, c'est qu'un jour, il gagne, à force de le convertir en opposition. Effectivement, c'est ça le danger. Alors, est-ce que pour éviter qu'une telle issue arrive, les forces politiques qui ne sont pas d'extrême droite, est-ce qu'elles ne doivent pas réfléchir à la question du patriotisme économique? Est-ce que c'est un gros mot, le patriotisme économique? Est-ce que c'est du nationalisme vu à hauteur d'usine? Oui, moi j'avais suivi Arnaud Montebourg quand il était à Bercy. C'est un mot qui revenait pratiquement plusieurs fois par jour dans sa bouche, le patriotisme économique. Et c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, l'État ne peut pas tout. Il n'a pas pu sauver toutes les usines pour lesquelles il s'est battu. Mais dans cette période-là, qui est quand même la période qui arrive juste après la crise, il arrive à Bercy en 2012 avec François Hollande à l'Élysée, et on sauve en France pas mal d'usines. On sauve Chem1, qui est un groupe chimique qui employait plus de 1000 personnes. Un jour, par exemple, en le suivant, je me suis retrouvé le matin à Orléans, à côté d'Orléans, pour le sauvetage de Fagor-Brandt, qui existe toujours. L'après-midi, il était parti, et je l'avais suivi dans la région lyonnaise pour Chem1, ce groupe chimique qui existe toujours. Il y a une usine d'aluminium, alors que c'est de l'industrie lourde, dépassée, 19e siècle, ou je ne sais pas comment on présente ça, quand on veut dénigrer ce genre d'activité. Cette usine a été sauvée dans les Alpes, elle tourne toujours à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc il y a des sauvetages. Il y a des sauvetages. L'État a les moyens de faire quelque chose. Il faut trouver les bons repreneurs, il faut les chercher, il faut avoir un système. Il faut avoir un système qui détecte assez tôt les difficultés des entreprises et qui éteigne l'incendie avant, en fait, dès que les premières flammes arrivent, que l'État soit capable d'éteindre cet incendie. C'est pas toujours possible. L'incendie, parfois, est incontrôlable, mais il y a des solutions pour l'État. Et tous les pays font du patriotisme économique. Les Chinois font du patriotisme économique, les Allemands font du patriotisme économique. Donc, tous les pays défendent leur industrie. La France fait un peu exception. Pourquoi, justement, pourquoi la classe politique française, l'élite française, au-delà de la classe politique, est-elle, semble en tout cas, si fort peu soucieuse de défendre son industrie, sa production industrielle, alors que la France est quand même un pays jeune, avec une population jeune et qui n'est pas extrêmement éduquée non plus. Donc un pays qui a besoin, pour son équilibre, de créer des emplois d'ouvriers. Oui, la désindustrialisation, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'il y a plus de 30 ans. En plus, la France perd beaucoup de ses fleurons industriels. C'est une phrase qui a été utilisée, une expression qui a été utilisée à tort et à travers, mais enfin, il y avait Péchinet dans l'aluminium, il y avait Arcelor dans l'acier, il y avait Alcatel, le Minitel, etc. Alcatel est parti en main américaine, il y a eu Alstom, il y a eu Lafarge, même le ciment. Le ciment, c'est quelque chose quand même qui n'est pas forcément stratégique, c'est pour la vie de tous les jours, c'est pour construire des maisons, de l'habitat. On a eu une entreprise suisse, un groupe suisse qui a quand même négocié
un accord avec Lafarge, le grand groupe français, et a terminé par avaler le groupe Lafarge. Donc le groupe Lafarge est toujours pourquoi les Français ne se battent pas sur ce front? Mais moi, je pense qu'il y a un problème. Pourquoi les Français ne se battent pas sur ce front? Parce que c'est des incendies qui éclatent un peu partout dans l'Hexagone. Les gens ne sont pas... Aujourd'hui, il y en a un à Belfort, il y en a un à Ascoval, il peut y en avoir d'autres. Mais les gens ne sont pas témoins, ne sont pas encore moins touchés par ce genre de situation. Donc, tant que ça va bien pour moi, ça va bien pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a une crise en profondeur de l'industrie française. Et moi, ce que j'ai vu aussi en suivant la reprise de Lafarge par le groupe suisse Holcim, c'est qu'on a affaire à un capitalisme qui pense à ses intérêts d'abord. C'est-à-dire que ce qui était intéressant pour les actionnaires de Lafarge, c'était de toucher de l'argent grâce à cette fusion. Ce n'était pas forcément de sauver des emplois, de sauver des centres stratégiques. Donc on a un problème là également de patriotisme des actionnaires. De patriotisme des patrons finalement. Et des patrons aussi, oui. Alors, est-ce que la guerre économique sino-américaine qui a lieu en ce moment nous donne des leçons? Donald Trump et Xi Jinping qui se tirent un peu dans les pattes l'un de l'autre pour préserver leur part de marché, notamment dans l'électronique, dans les télécoms, à travers une sorte de guerre déclarée à Huawei par les États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit de notre monde actuel et qu'est-ce que les Français peuvent en tirer comme leçon? Ça en dit déjà qu'on a raté une bataille. On a raté une bataille parce qu'ils se battent sur Huawei ou sur Apple. Et nous, en Europe et en France encore moins, on n'a pas de téléphone portable qui est équivalent. On n'a pas de moteur de recherche comme Google ou Alibaba comme géant du numérique en Asie. On n'a pas de Facebook. Donc on a quand même raté ce tournant ici en Europe de la numérisation de l'économie. Donc dans l'ancienne industrie, la vieille industrie, on perd. Dans la nouvelle, la nouvelle économie, on perd aussi. Ouais. On est en retard. Et en même temps, dans le même temps, je vais dire, on a une Europe qui favorise la concurrence entre les différents pays. Donc on va avoir une entreprise qui va produire des voitures en Slovaquie parce que c'est moins cher que de les produire à Sochaux, par exemple, à côté de Belfort. Il y a une autre entreprise qui va aller produire en Pologne parce que les salaires sont moins élevés. On a de la concurrence fiscale, on a de la concurrence sociale, donc du dumping, pour utiliser le terme anglais. Donc on est tous à se battre entre nous, alors qu'effectivement, il faudrait créer une Europe qui soit plus résistante aux chocs externes. Et vous l'avez dit, c'est États-Unis contre Chine en ce moment. Et nous, on en est où? Mais les États-Unis sont une nation, la Chine est une nation, l'Europe n'est pas une nation. Non, mais elle a des intérêts. Et comme il le rappelle tout le temps, c'est le plus grand marché du monde avec 550 millions de consommateurs. Elle a des intérêts, mais par exemple, l'Italie, la Grèce ou même certains pays d'Europe de l'Est ont choisi leur camp. C'est le camp de la Chine. Tandis que peut-être on peut imaginer que la France est encore plus arrimée aux États-Unis. L'Allemagne commence à voir que la guerre économique de Trump la menace, mais chacun voit midi à sa porte quelque part. Oui, voilà, c'est finalement chacun a fait avancer ses propres intérêts. Mais ce qu'on a quand même eu comme réaction à Bruxelles, c'est Donald Trump est fâché, il veut taxer nos voitures. Qu'est-ce qu'on propose comme solution? On va négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc ça, c'est l'idée de la Commission européenne. Un peu de naïveté, ou alors finalement les Européens seraient-ils les seuls vrais libéraux, les seuls libéraux religieux de la Terre? Il y a des fois où je me dis que le libéralisme est un utopisme, en fait. Et aujourd'hui, on parle de General Electric et d'Alstom, et on se rend compte finalement que les promesses ne tiennent pas en économie non plus. Donc effectivement, quand on signe des accords et qu'on se dit, là, ça va être une reprise qui va relancer Belfort, même la ville de Belfort devait être transformée par cet accord entre General Electric et Alstom, finalement, c'est un utopisme. On s'en rend compte quelques années plus tard. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de responsable. Qui est responsable aujourd'hui? À qui on peut rendre des comptes aujourd'hui? Parce que cet accord n'a pas été respecté. En tout cas, les ouvriers demandent des comptes à une entité, ils ont bien raison, c'est à l'État. Parce que quelque part, c'est l'État qui est le responsable de nos vies. C'est à lui, à ses responsables qu'on confie nos destins.
Et non pas à l'Europe, et non pas à une entreprise privée. Oui, ils ont raison, parce que c'est l'État qui peut arriver maintenant comme secouriste, quelque part, qui peut effectivement peut-être pousser la diversification industrielle dans la région de Belfort, mais l'État, finalement, il n'est pas là pour être ambulancier ou brancardier, en fait. L'État, il faut que ce soit un stratège. Et il faut qu'il soit là pour orienter l'économie du pays, et non pas pour la subir, comme c'est le cas en ce moment. Est-ce que finalement, on peut penser que c'est parce que les responsables politiques sont issus d'un milieu, disons, où il y a peu d'ouvriers, d'un milieu privilégié, d'un milieu parisien, parce que la France est centralisée, qu'ils ne ressentent pas cette blessure-là, cette blessure ouvrière? C'est ce qu'a révélé le mouvement des Gilets jaunes. Et effectivement, je pense que tout ça se négocie dans des beaux hôtels ici à Paris. Le deal, l'accord entre General Electric et Alstom a été non pas conclu, mais lancé au Bristol, à côté de l'Élysée, sous le nez et la barbe de François Hollande à l'époque. Donc, ce sont des milieux, on se déplace en hélicoptère, on n'est pas au contact de ces gens qui subissent les conséquences immédiatement. Et ça me rappelle une anecdote, parce que quand j'étais en promo pour mon livre sur le redressement productif... Alors c'est ce livre, voilà, l'alternative Arnaud Montebourg, qui date de 2016, qui raconte en grande partie les batailles autour d'Alstom, entre Montebourg et Macron, et avec une troisième partie dans le titre ce n'est pas le Venezuela. Oui, la citation d'Emmanuel Macron. Fameuse... Mais, donc quand vous faisiez cette promo... Oui, j'arrive à Belfort et j'ai été accueilli par le correspondant de l'Est républicain à Belfort qui m'a dit, première chose qu'il me dit dès que j'entre dans sa rédaction, c'est « Vous savez, nous, on n'a pas la même vision que vous à Paris ». Et moi, je l'ai pris plutôt mal parce que je viens de pas loin de Belfort et donc je connais plutôt bien cette ville. Et bon, on a discuté, on a parlé, il a lu mon livre, il lui a plu, il m'a consacré un grand article dans les jours qui ont suivi. Mais ça m'a beaucoup fait réfléchir parce qu'effectivement, tout s'est négocié ici, à Paris, à 2h30 de TGV de Belfort ou à 5h si on prend le TER. Et les concernants ont été laissés de côté. Les concernants, c'est les salariés, on leur disait, voilà, ça c'est bon pour vous, etc. Vous verrez, on nous avait sorti la cantine commune qu'avaient Alstom et General Electric à Belfort. C'était la belle image de cette fusion entre les deux groupes. De la com. C'est de la com. Et finalement, aujourd'hui, la réalité, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qui se passe à Belfort. C'est ces gens qui ont appris, il y a une semaine, que General Electric allait virer plus de 1000 personnes. Et ça, c'est la réalité. On peut continuer d'avoir des incendies comme ça qui éclatent, pas seulement en France, partout en Europe. Voilà, on ferme telle et telle usine. Il y a 1000 emplois. 1000 emplois, ça va encore. On peut avoir... Dans les termes des banquiers d'affaires, ça peut être pire, jusqu'au jour où ça ira plus. Et en l'occurrence, même si ce n'était pas forcément des gens de General Electric qui manifestaient sur les ronds-points, le mouvement des Gilets jaunes a été un avertissement. Un avertissement dont se passe le gouvernement, puisque juste après les élections, c'est reparti, l'augmentation du prix de l'électricité, les usines pour lesquelles on n'a pas de solution, business as usual, quoi. Oui, les usines pour lesquelles on n'a pas de solution et on dit on veillera très attentivement à l'évolution du dossier, etc. Dans 2 ans, ce seront d'autres ministres, ce seront d'autres personnes qui seront à ce poste-là. Donc, quand on disait tout à l'heure que les salariés de General Electric à Belfort se tournent vers l'État pour lui demander des comptes, en fait, l'État, Bruno Le Maire, il est là depuis 2 ans. Il est arrivé après la bataille de General Electric et d'Alstom. Alors oui, mais Macron était là oui, mais il n'est plus au même poste jusqu'à la fin. Il n'est plus au même poste et essayer d'aller interpeller Emmanuel Macron sur... Il y a plein de questions à poser à Emmanuel Macron sur... Par exemple, si vous deviez poser une question, 2 ou 3, à Emmanuel Macron sur la catastrophe industrielle de Belfort, cette usine de General Electric qui perd 1000 travailleurs, ou 1000 emplois sont détruits, quelles sont les questions que vous lui poseriez ? Il y a 3 choses que je lui demanderais peut-être. Celle-là, pourquoi il a soutenu cette opération, pourquoi il n'est pas monté au capital, et pourquoi finalement il s'est saisi ce dossier alors qu'il n'aurait pas forcément dû s'en saisir. Parce qu'il venait tout le monde sait qu'il venait de la banque Rothschild, que la banque Rothschild était impliquée dans ce dossier-là. Et
franchement, il y a assez de monde au gouvernement et à Bercy pour suivre un dossier quand on est à sa place. Franchement, je me serais dessaisi de ce dossier. Il était à l'époque à l'Élysée. Exactement. Donc, en fait, si je comprends bien, quand Emmanuel Macron est secrétaire général adjoint de l'Élysée, et ancien banquier Rothschild, il travaille sur ce dossier. Quand il monte à Bercy, il continue de travailler sur ce dossier. Non. Quand il est chez Rothschild, il ne travaille pas sur ce dossier. Il ne travaille pas sur ce dossier, mais la banque Rothschild, en 2014, est l'une des banques d'affaires qui intervient dans le dossier. Lui, à ce moment-là, il est à l'Élysée. Et il intervient dans les débats entre les différents membres du gouvernement. Et ensuite, en 2015, il est ministre et il signe la vente d'Alstom à General Electric. Donc moi, je pense qu'il aurait dû se dessaisir de ce dossier. Enfin, je ne suis pas là pour faire des recommandations à Emmanuel Macron, mais je trouve que c'est quelque chose qu'il traîne et qu'il va traîner pendant des années. C'est un dossier qui va revenir à chaque fois. Là, on parle de 1000 emplois. À Belfort, ils craignent que ce soit toute la filière que ce soit les 4000 emplois qui disparaissent entièrement dans les prochaines années, que ce soit une délocalisation. Donc, on dira toujours, oui, mais qui était responsable à ce moment-là? Et on va toujours revenir effectivement au président. Vous pensez qu'il est personnellement responsable de ce désastre? Non, pas forcément. Il n'y a rien qui laisse indiquer qu'il soit personnellement responsable. Il n'y a rien. Il n'a jamais parlé de ce dossier à proprement parler. Quand j'ai fait ce livre, j'avais demandé une interview, il ne m'a pas reçu. Mais effectivement, il constitue un peu une énigme dans ce dossier. Et donc, voilà, ces trois questions. C'est un, pourquoi il a soutenu la reprise par General Electric. Deux, pourquoi il n'est pas monté au capital. Pourquoi l'État n'est pas monté au capital. L'État n'est pas monté au capital. Et trois, pourquoi il ne s'est pas dessaisi. La dernière question que je voudrais vous poser, c'est la transition écologique. C'est toujours important quand on parle d'industrie. Vouloir sauver l'industrie, ça paraît toujours comme vouloir sauver l'ancien monde, le monde qui pollue. Est-ce qu'il n'est pas possible, vu que la France est, par la force des choses, un pays quasiment désindustrialisé, de reconstruire une industrie plus verte aujourd'hui ? Oui, il faut reconstruire une industrie plus verte. Et je crois que c'est ce que sont en train de faire les grands de l'automobile, de chercher des voitures électriques, de développer ces technologies-là. Il faut produire plus vert et plus écolo. Maintenant, il y a un problème, et à titre personnel, je le vois comme un gros souci, c'est qu'aujourd'hui, on a délocalisé ces usines qui polluaient chez nous dans des pays où on ne respecte pas les mêmes normes environnementales que dans l'Union européenne. Donc on va produire de l'acier au Brésil, du charbon dans des mines en Afrique du Sud, avec des conditions sociales et environnementales qui ne sont pas les mêmes que nous. Et je trouve qu'effectivement, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on importe ces produits-là. Donc effectivement, on n'a plus de mines de charbon dans le Nord, on n'a plus de mines de charbon en Espagne, mais pour les centrales à charbon qui existent encore, l'Allemagne en a besoin par exemple, on fait venir ce charbon de l'autre bout du monde. Alors, moi je ne suis pas pour le charbon. Je trouve qu'il faut faire quelque chose qui soit soutenable pour l'environnement. Mais si on a besoin de charbon pendant une période de transition, prenons celui qui coûte moins cher écologiquement, celui qui est plus proche de chez nous. Parce qu'il y a quand même aussi quelque chose d'un peu pervers à externaliser notre saleté. D'autant plus que d'un point de vue environnemental, ça revient au même, la planète étant unique. Ben oui. Le réchauffement climatique, c'est pour tout le monde. Il est partagé. Et donc, il y a un souci par rapport à cette production qui a été délocalisée et qui revient aujourd'hui chez nous. Alors effectivement, ça a des avantages pour le consommateur, ça va être des produits moins chers, des produits en plastique, je ne sais pas, mais on devrait peut-être, si on s'accorde une période de transition, on se dit, il y a du charbon à tel endroit, il y en a encore, on va aller puiser dans ce charbon pour ces quelques années où on a encore besoin de lui, et pas forcément aller le chercher au bout du monde. Merci beaucoup Antonio. Je vous en prie.